Le match d'étoiles du baseball majeur. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business et un peu d'histoire sur le baseball majeur. Et c'est parti. Je veux vous parler en ce 4 juillet, la fête des Américains, d'un classique. Le classique pour la fête des Américains, c'est le barbecue, c'est l'été, c'est le début officiel si on veut, et c'est presque toujours à quelques jours près du match d'étoiles du baseball majeur. Puis ça va avoir lieu à Cleveland le 9 juillet. Il y a 34 joueurs par équipe. Le premier match du baseball majeur avait eu lieu au Comiskey Park de Chicago en 1933. Ça a eu lieu à Montréal en 1982. Au Stade olympique, c'était quelque chose de spécial. Je me rappelle des années de remplir un bulletin de vote comme consommateur fan des expos du baseball. On allait au stade, on déposait les cartons là, perforés dans les boîtes pour les joueurs, puis on votait évidemment pour les joueurs des expos. C'est quand même extraordinaire, le match d'étoiles du baseball majeur. Parmi tous les matchs, c'est toujours celui... Puis quand je dis tous les matchs, je parle de baseball, de matchs d'étoiles dans le sport, la NFL, le Pro Bowl, la NBA, la NHL. Le match de baseball est toujours le plus compétitif. Il y a même eu quelques matchs nuls au cours de l'histoire. Les joueurs travaillent très fort. Il y a vraiment un effort. On préserve et on gère bien les manches lancées par les lanceurs, bien sûr. Puis jusqu'en 2016, ben, l'équipe qui gagnait, c'est-à-dire la Ligue nationale ou la Ligue américaine, donnait à son club représentant aux séries mondiales l'avantage du terrain. Il y avait un enjeu. Là, il n'y en a plus. Ça fait 2 ans là, qu'on a enlevé ça parce que je pense qu'on trouvait que ça défavorisait l'autre équipe potentiellement qui participait aux séries mondiales qui aurait peut-être eu une meilleure fiche en saison régulière. Quand je pense au match de cette année, je pense aux joueurs vedettes, mais j'en connais pas beaucoup. Je regarde du côté de la Ligue nationale, évidemment, Clayton Kershaw des Dodgers, un lanceur merveilleux, Zach Greinke des Diamondbacks, Max Scherzer, ils ont des lanceurs. Nolan Arenado de Colorado, le 3e but, qui avait signé un contrat gigantesque l'hiver dernier. Du côté de la Ligue américaine, Marcus Stroman des Blue Jays, bien sûr. Justin Verlander, on l'a vu pendant des années dans la Ligue nationale. Là, il est avec les Astros de Houston. Gary Sanchez, le receveur des Yankees. Mike Trout et Mookie Betts, 2 des meilleurs joueurs, les Angels et les Red Sox représentés. Mais il n'y en a pas tant que ça par rapport à ce qu'on avait vécu dans les années 70, 80, 90. Puis, c'était la consommation, l'intérêt, l'engagement des partisans était un petit peu plus diversifié, si on veut. Puis on était plus intéressé par ce classique d'été. Il y a quand même eu 184 millions de votes l'an dernier pour les joueurs partants en 2018 du baseball majeur. C'est un week-end qui est impressionnant. C'est à Cleveland, au Progressive Field. Il y a le concours de coup de circuit, le Home Run Derby le lundi soir, bien sûr. Vlad Guerrero Jr. va participer à ça. Tu as le Play Ball Park dans le centre-ville, dans le centre des congrès de Cleveland. C'est un élément interactif important. Ça fait partie du cirque du baseball majeur qui fait le tour à chaque année là, des différentes villes. Il y a quelque chose qui est plus ce que c'était. J'ai l'impression qu'on est moins attiré tout simplement par les vedettes du baseball majeur. On dirait que le baseball majeur, c'est la ligue qui fait peut-être le travail le moins agressif pour mettre ses joueurs vedettes en promotion. C'est sûr qu'on connaît Mike Trout, puis Bryce Harper, puis Aaron Judge des Yankees, puis Giancarlo Stanton, puis là maintenant Edwin Encarnacion. On en connaît. Mais c'est moins important dans notre quotidien que ça l'était dans les années 70. Je vais vous donner quelques anecdotes là, sur le baseball. Moi, je me souviens du premier match d'étoiles que j'avais vu du baseball majeur à la télé, les Tigers de Détroit qui accueillaient le match. Écoutez bien l'alignement qu'il y avait à ce moment-là. Non, mais honnêtement, c'est gigantesque, c'est prestigieux, on dirait justement un match d'étoiles. Willie Mays, Roberto Clemente, Joe Torre, Willie Stargell, l'ancien des Pirates là, qui faisait virevolter son bâton, Hank Aaron, Willie McCovey, Johnny Bench, Rod Carew, Carl Yastrzemski, Brooks Robinson, Thurman Munson, l'ancien catcher des Yankees, Harmon Killebrew, Jim Palmer, Al Kaline et Reggie Jackson. La raison pourquoi je finis avec Reggie Jackson, c'est qu'en 71,
alors qu'il portait les couleurs des A's d'Oakland, il avait frappé un coup de circuit qui avait frappé le haut des lumières par-dessus le stade du côté du champ droit, par-dessus les gradins qui étaient presque qui faisaient le tour complet, le Tiger Stadium à l'époque. Un circuit qui aurait probablement été mesuré autour de 575 pieds si on avait réussi à tracer l'endroit où la balle aurait tombé dans la rue. Gary Carter, notre ancien expo, avait été le joueur le plus utile en 81 à Cleveland, lors du match d'étoiles. En 82, c'était à Montréal. J'étais allé voir le match. Gary Carter, Pete Rose, Steve Rogers, Al Oliver, Tim Raines. Les expos avaient des joueurs représentatifs partout. Carter avait été à nouveau nommé le joueur le plus utile à son équipe en 1984 à San Francisco. Tim Raines, MVP du match, lui aussi, à Oakland en 87. En 91, ça avait été à Toronto pour la première fois au Sky Dome, dans les bonnes années des Blue Jays. Il y a des choses qui sont restées importantes. On arrêtait notre été pour regarder ce match d'étoiles-là. On voulait voter pour les grands joueurs, puis même la présentation du match, voir arriver tous ces gars-là sur le terrain. Les années des Reds de Cincinnati, là, vous allez me dire, là, ça remonte à trop longtemps, mais John et Bench, Joe Morgan, Pete Rose, George Foster, Dave Concepcion, c'était incroyable de les voir. Puis à un moment donné, en plein été, on les voyait avec d'autres joueurs de la Ligue nationale dans une équipe d'étoiles qui était absolument spectaculaire. Il y a une chose qui doit être faite du côté du baseball, c'est qu'on doit tenter de reconnecter avec les jeunes. On doit tenter de créer cette émotion, cet engagement, ce suivi, cette curiosité-là avec les vedettes du baseball. Ils ne sont pas moins bons aujourd'hui au baseball. Ils sont moins connus, tout simplement. Puis le baseball a de la difficulté à se démarquer des autres sports qui sont plus populaires, comme la NFL ou la NBA en particulier, où on met plus de focus, on met plus d'attention, on met plus de rayonnement autour des joueurs vedettes. Le baseball doit travailler plus fort à les faire connaître parce qu'ils sont aussi bons qu'ils étaient. C'est juste que il y a d'autres éléments, que ce soit l'argent, que ce soit les contrats, que ce soit les grandes villes, les grands marchés, la domination de certains clubs vis-à-vis d'autres, qui font en sorte qu'il y a des joueurs qui sont cachés à quelque part puis on les connaît très peu. Ça va être à suivre, qu'est-ce qui va se passer. Je vais regarder le match. Je vais m'appuyer sur les 5-6 joueurs que je connais qui évoluent là, mais je m'ennuie du moment où je connaissais les 9 joueurs d'un côté puis les 9 joueurs de l'autre côté lors du match d'étoiles, la classique d'été du baseball majeur. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRealAlonde et de partager le podcast qui est disponible sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Encore une fois, merci de votre appui et de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.